qu'est-ce qui m'a amenée au yoga? Enfin, comment je suis arrivée à ça? Par hasard. Et en même temps, quand je regarde avec le recul, il n'y a pas de hasard. J'étais partie en Inde pour faire une formation en fait de massage. Et le matin, on avait yoga obligatoire sur la plage. Donc ça a été ma première expérience de yoga, yoga obligatoire en Inde. Et après, je suis rentrée en France et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire du yoga. Vraiment. De voir qu'est-ce qu'il y a. Et donc j'ai fait tous les yogas qu'on me propose à Paris, quoi. Yoga Iyengar, yoga Bikram, yoga Nidra, Vinyasa yoga. Voilà, je les ai tous essayés, enfin beaucoup. Et là, j'ai choisi de faire la formation Shivananda. Je suis partie en Inde juste pour faire une formation d'approfondissement, pas pour devenir prof. Puis finalement, je suis sortie de cette expérience, j'ai eu ma certification de prof en 2009. Et du coup, quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à être assistante et très vite, c'était une évidence que je devais enseigner, quoi. Donc j'ai commencé à enseigner. Juste, il y a une petite phrase que nous a dit le maître là, à Kanyakumari. Une fois qu'on avait tous, entre guillemets, de diplômes, autant est-ce qu'on peut avoir un diplôme de yoga? C'est bien la question, mais bref, en tout cas, je suis sortie avec un diplôme. Il nous dit, bon, maintenant que vous êtes certifié pouvoir enseigner du yoga, vous pouvez commencer à faire du yoga. Donc voilà, ça c'est la récompense de l'ashram. Et donc voilà, oui, en effet, je commence le yoga depuis peu de temps finalement. Ça ne m'empêche pas de l'enseigner pour autant, mais la pratique du yoga, l'expérience du yoga arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'a toujours intéressé, c'est la transversalité à l'intérieur d'une discipline et entre les disciplines. Enfin, ça, je le sais depuis, au fur et à mesure que j'avance dans ma pratique, tu vois. Je me suis dit, il n'y a pas un yoga, il y a des yogas. Et donc, je suis repartie en Inde, dans l'Himalaya plutôt, et là, j'ai fait des masterclass. Donc, ça permet d'avoir un autre aperçu. Le yoga, oui, mais le pilate, pourquoi pas. Le fitness, pourquoi pas. La randonnée, pourquoi pas. Essayer de se mettre à la méditation, pourquoi pas. Et souvent, dans l'enseignement qu'on propose, en tout cas en France, tout est séparé, quoi. Tout est séparé. Tu as les mêmes élèves, tu fais une autre discipline, les gens n'arrivent pas à faire le lien. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, même aujourd'hui. Je suis obligée moi-même aujourd'hui de rester dans la curiosité. C'est ce que je dis toujours à mes élèves, je leur dis c'est bien, vous faites du yoga avec moi j'ai des choses à vous apprendre, mais surtout, allez voir ailleurs, quoi. Il y a autant de yoga qu'il y a de personnalités, c'est-à-dire qu'on a tous un parcours différent quand on vient au yoga. Et ça revient aux 8 sutras dont je parle dans le stage, qui fait que on vient au yoga de façon intellectuelle, par exemple. Ça s'appelle le jnana yoga. On peut venir du yoga par le chant, ça s'appelle le bhakti yoga, des gens qui aiment chanter en chorale, qui aiment chanter tout le temps, ils aiment chanter, c'est leur façon de communiquer. Et tu as des gens qui viennent au yoga plus par, comme moi, quoi, on appelle ça le hatha yoga, quoi, le yoga du corps en fait. C'est-à-dire que là tu décides que c'est en faisant travailler ton corps que tu vas pouvoir en recevoir des messages et que tu vas pouvoir mieux te connaître. Donc c'est l'idée de commencer par écouter son corps, c'est déjà énorme. Et à partir de ça, une fois que tu l'as écouté, qu'est-ce qu'il te dit? Voilà, quoi, en même temps, le maître, c'est la tête, quoi. C'est ça qui est intéressant dans le yoga, c'est qu'on lui donne une contrainte, qui est la contrainte de la posture, de ce qu'on appelle l'asanas. C'est mettre une personne à un moment donné de sa vie, du moment de la journée aussi. Son état d'esprit n'est pas le même. Donc voilà, tu mets l'élève dans une posture. Et après, ce qu'on nous dit, ce qu'on m'a toujours dit, c'est laisse-toi inspirer par la posture. C'est pour ça que ça prend du temps de faire du yoga, c'est qu'il faut que le corps soit prêt pour pouvoir le dépasser. En garder conscience,
mais pas se dire ah j'en peux plus, j'ai mal, ça brûle, je ne peux pas rester. C'est ça le truc, c'est pour ça que c'est long. Et chercher la porte du bien-être, pas chercher la porte du challenge, mais se dire bon ben voilà, ce matin c'est comme ça. Je suis là, ici, maintenant. C'est comme ça. Donc il y a ce truc-là qui est hyper important aussi dans le yoga, c'est le moment présent. Et pour revenir par rapport au stage, si la question était pourquoi 4 heures de cours plutôt qu'1 heure, et puis pourquoi un stage de 2 jours plutôt qu'1 heure de yoga. Et ben, en tout cas, Shivananda, il disait le yoga se résume en quelques mots, c'est la pratique, c'est qu'il faut pratiquer. Et l'histoire, c'est que quand tu pratiques en cours, c'est bien, parce que tu as un petit module que tu emportes dans ton quotidien. Mais l'idée du stage, c'est qu'à un certain moment, avec la fatigue, à force de pratiquer, ou de pratiquer très tôt le matin alors que tu n'es pas habitué, du coup, ça permet de réinterroger ton corps. Et c'est ça qui est intéressant. C'est leur donner un cadre, une sécurité, un savoir, mais qu'ils aient l'espace-temps à l'intérieur de pouvoir écouter ce qu'on entend, là, les crapauds, de pouvoir écouter les oiseaux, de pouvoir prendre le temps de se poser, quoi. Même pour un prof, quoi. Un prof qui donne un cours en 1 heure, il n'est pas dans la même énergie dans ce qu'il donne à ses élèves que quand il donne sur 2 jours, quoi. Dans le cadre du stage, il y a aussi un échange privilégié que tu peux avoir avec le prof. Et avec les élèves, c'est toujours une question d'échange, hein. Je pense qu'on apprend bien de gens d'avec qui on se sent bien. Donc ça se passe dans les deux sens. Qu'est-ce que tu trouves dans cette discipline, le yoga, que tu ne trouves dans aucune autre discipline? Tu t'inscris dans le yoga dans une prise de conscience de toi-même qui fait que tu es obligé d'être dans la mesure. Qui fait que c'est une conversation avec toi, enfin c'est un échange, c'est une écoute. Et ce que va t'apprendre le yoga, il y a une différence entre ce que tu veux faire, ce que tu peux faire, et au final, comment tu vas vivre ce résultat. Il y a cette idée que dans le yoga, tu peux être à la fois dans le mouvement et à la fois dans l'immobilité. Même si l'immobilité n'existe pas, hein. C'est pas parce que tu es comme ça, en Bouddha, et que soi-disant tu fais rien pendant 10 heures, tu fais rien. Donc l'immobilité, elle n'existe pas, il se passe plein de choses. Et dans ce travail sur le mouvement, du coup, en connexion, tu as le travail sur la fluidité, tu as le travail sur le rapport entre la respiration et le mouvement. Et dans l'immobilité, tu as autre chose. Tu retrouves le travail musculaire, tu retrouves l'ancrage, tu retrouves la persévérance, tu retrouves les délires où quand dans la vie, il faut que tu te pousses et qu'il faut que toi-même, tu sois ton meilleur ami, quoi, mais plutôt un guerrier. Tu vois, tout ça, c'est les positions des guerriers, Virabhadrasana, 1, 2, ça brûle les cuisses. Au bout d'un moment, tu as du mal à être un guerrier. Donc ça, c'est des postures qui sont dans l'immobilité, qui sont sur l'ancrage, qui sont sur... Donc en fait, chaque posture est intéressante parce qu'elle véhicule une émotion. Parce qu'il y a des moments, tu as envie de serrer les dents, parce que tu as envie de tenir la posture. Et puis il y a d'autres postures dans lesquelles, moi par exemple, la posture de l'arbre, c'est une posture d'équilibre, j'ai jamais été, même si les gens aujourd'hui m'entendent et me voient travailler et qui ne me croient pas, moi la posture d'équilibre, j'y arrivais absolument pas, quoi. Et en termes de caractère et de personnalité, ça avait tendance à m'énerver. Et j'ai découvert au fur et à mesure de ma pratique, en me disant, tu te juges pas, just do it. Tu fais, tu refais, tu fais, tu refais.
fait. Voilà, j'étais plus là-dedans. Et en étant là-dedans, j'ai commencé à trouver. Et aujourd'hui, je fais un équilibre. Pour moi, faire un équilibre, on appelle ça en unipodal, c'est comme être aujourd'hui dans la position du lotus. C'est-à-dire, ça ne me demande aucun effort musculaire, ça me demande un peu de concentration. Mais à partir du moment où tout ton corps devient aligné, si tu veux, il ne te pèse plus. C'est ça l'idée de l'asanas et de la définition de la posture confortable, qui est la définition sanskrit de l'asanas. C'est comment, dans cette immobilité, tu vas arriver à trouver le confort. Ça veut dire quoi, yoga, en sanskrit? Union avec le divin, ou l'esprit. Union avec le divin ou l'esprit. Alors littéralement, moi j'ai trouvé que ça voulait dire joindre. Alors oui, tout à fait, mais union, alors c'est vraiment général, c'est union avec soi, union avec le divin, pourquoi pas, union avec les autres et union avec ce qui nous entoure. C'est-à-dire, on n'est pas indépendant de la nature qui est autour de nous. Relâchez le milieu du dos, la nuque, peut-être le devant des poignets. Comment caractériserais-tu ta façon d'enseigner? Donc je vais essayer de faire court. Parce que j'ai envie de dire, c'est finalement l'enseignement, c'est toute ma vie, que j'enseigne le yoga ou autre chose. C'est quand même avant tout un travail sur la pédagogie, un travail sur l'humain et un travail sur soi-même. Mais pour répondre de façon plus ciblée, je dirais que dans un premier temps, c'est déjà les encadrer. Et pour ça, je prendrai l'image de l'enfant qui est dans un bac à sable, qui pour lui, évidemment, le bac à sable est très grand, mais qui pour le parent est un espace petit qu'il peut sécuriser. L'enfant se sent comme en liberté dans cet espace. Donc c'est une sorte de liberté protégée. Donc pour moi, encadrer mes élèves, c'est leur dire, on part d'ici, donc déjà qu'ils ressentent ce que c'est le départ de la posture, le départ du travail, on va aller là, mais on va peut-être faire des détours ou en tout cas adapter le travail. Et ça va aussi avec justement l'idée d'adaptation. Il y a l'idée aussi de les sécuriser par ce que tu vas leur expliquer. En France, on aime expliquer. En France, en Occident, tu es obligé à t'adapter. Le fait d'avoir été diplômé d'un type de yoga, le Shivananda, d'avoir pratiqué le Yangar, le Ti, le La, le truc, le Mush, et encore, j'ai pas fini puisque maintenant je vais faire de l'acro-yoga, donc c'est encore autre chose, puisque vu que je suis masseuse, ça me fera un pendant intéressant. C'est l'adaptation. Parce que finalement, quand tu es en Inde et que tu sors d'Inde, tu as quasiment donné des cours pendant ta formation de prof qu'à des gens qui étaient là pour ça. Donc finalement, c'est un faux public. Enfin, c'est un public intéressant, mais par rapport à ta vie future d'enseignant. Donc par rapport à ces différentes cultures et aussi par rapport aux différents modes de vie, parce qu'on ne fait pas de yoga de la même façon aux États-Unis, en tout cas le rapport au prof n'est pas du tout le même qu'au Pérou ou qu'au Japon aussi. Même si le yoga est universel, certes il l'est, mais toi en tant que prof, tu dois t'adapter. Et ça passe aussi par l'écoute. Donc il faut, quand je dis être à l'écoute, c'est aussi avoir le sens de l'observation. C'est-à-dire qu'il faut que très vite, quand tu as des élèves que tu ne connais pas, il faut t'adapter, même des gens de stage par exemple, qui vont venir d'autres types de yoga. Il va falloir, mon job, moi en tant que prof, c'est d'analyser, enfin d'analyser, pas au sens psychanalytique du terme, mais de me dire, voilà, ces gens-là, ils viennent pour ça, et ça, c'est vraiment un boulot de prof que tu fais avec l'expérience. De faire des remplacements en tant que pédagogue, donc, qui devient une spécificité d'enseignement, c'est, tu arrives, il y a un public, ils savent que tu es la prof, donc une sorte un peu de respect, tu sens que les gens se mettent à des endroits précis, toi tu connais personne, puis tout à coup tu commences et tu sens que le dialogue il ne peut pas passer, quoi. Tu remplaces quelqu'un, quoi. Moi je dis toujours à mes élèves, je me ferai remplacer, tout le temps. Ne pas leur dire c'est moi, moi, moi. Donc là tu es assez mal reçu. Puis tu commences un peu le travail et puis les gens froidement le font parce qu'ils sont là quand même pour prendre un cours.
Puis petit à petit, tu places un peu de technique et tu essaies de leur faire ressentir ce que tu veux leur faire faire. Et une fois qu'ils ont ressenti, après à ce moment-là, ils font ce que tu leur dis de faire. Parce qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Le majeur, il est... Ah, ça j'adore quand on me dit ça. C'est à moi ça. C'est à moi ça. Le majeur directionnel. Pourquoi? Parce que regardez ici son majeur. Là, ici. Ça passe au centre. Comme ça, sa nana, elle sera vraiment sûre qu'il était vraiment au stage. Quoique, ça peut faire un peu ambiance... voilà. Et après, donc, on passe par là. Là. Là, elle va vraiment s'inquiéter. Et on arrive jusqu'ici. Voilà. Ok? Vas-y, tourne dans l'autre sens pour les autres filles, parce que bon, elles n'ont pas tout vu. Voilà. Non, non, je blague pas, fais dans l'autre sens. Voilà. Ah oui, tu m'as écrit dessus, je l'avais pas vu, d'accord. Ah bah oui, je te faisais pas un guili. Tara-ta-ta-ta-ta. Voilà. Vous avez vu, en plus, il articule bien ses orteils. Tari-tari-tara. Donc voilà, quand je dis directionnel, c'est que le fait que son doigt soit là, en vrai, une fois que vous avez pris ici votre ventouse, ça vient ici, et ça finit là. D7, D8, sous mon soutien-gorge, sous la ligne des omoplates. Et moi, la première, en tant qu'élève, j'aime bien, c'est aussi une question de personnalité, j'aime bien au fur et à mesure qu'on me guide, mais qu'on me guide un peu comme un... Je parle souvent du corps comme une architecture paysagère. C'est-à-dire que c'est une architecture, parce qu'on est tous foutus pareil. Donc voilà, ce que j'aimerais les avancer, c'est que vous, dans votre pratique, vous commencez à vous percevoir, à vous sentir en 3D. D'accord? C'est-à-dire, je travaille derrière, je resserre mes rhomboïdes, je resserre mes scapulas, mes omoplates. Qu'est-ce qui se passe devant? Ah ben tiens, ça sort de trop. Qu'est-ce que je fais? Je ferme mon grille costale, donc j'engage mes abdominaux. J'existe devant et j'existe derrière. C'est-à-dire que le rôle du professeur, pour moi, encore une fois, en tout cas, bon, oui, ma spécificité, entre autres, c'est d'amener les gens comme dans une histoire. C'est ce que je disais par rapport au remplacement, c'est que j'arrive, je me présente, c'est encore moyen, je les amène dans une histoire qu'ils sont censés connaître. Donc tu essaies de tester aussi pour voir ce que les gens savent faire, de ne pas leur faire faire des trucs de dingue et que tu n'as personne qui suit. Tu vois, c'est pas possible, ça, t'es pas là pour te faire plaisir, enfin, avant tout en tout cas. Donc au fur et à mesure, tu as ton cours comme ça qui se construit et tu as les gens, donc, à partir du moment qu'ils ont senti et qu'ils ont compris, ils se disent « Ok, je fais tout ce qu'elle veut ». C'est comme ça que ça se passe, hein, c'est brutal. Hein. D'un coup, tu as tous les élèves, ils sont à toi, c'est un truc de fou. Et après, eh ben, l'idée, quand tu veux aller plus loin et qu'il y a une bonne magie, enfin une bonne magie, une bonne écoute, que tu es en forme, que tout ça, il y a aussi une partie du cours où tu ne sais jamais ce qui va arriver dans le cours. Tu viens avec une idée, une intention, tu essaies de garder ton objectif en tant que prof, mais bon, tu vois, ça change quoi. C'est ça qui est intéressant. Vu que je suis masseuse, je me suis toujours dit, quand moi-même j'ai reçu des cours, mais j'en ai fait l'expérience, et surtout dans la relaxation, alors que je parais quand même pas des plus relax, c'est qu'au début on te dit détends tes pieds, détends tes chevilles. Donc au début tu fais une relaxation, tu fais ça va, je détends mes pieds, c'est bon, je détends mes chevilles, mais tu n'arrives pas à faire la relaxation. C'est-à-dire que le message du prof est super important à ce moment-là. C'est-à-dire comment il t'amène. Et avec les mots, cette idée, en tout cas que moi j'ai en tant que masseuse, c'est que les mots, tu dois faire en sorte que les gens l'entendent alors qu'ils ont les yeux fermés, alors que tu ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, et que tu veuilles comme les pénétrer, comme les caresser réellement dans l'intérieur de leur corps. Et à partir du moment où ta voix, tu es arrivé à la mettre dans leur corps, mais dans leur corps, dans leurs pieds, dans leurs doigts, dans leur bouche, dans le dessus, dans la peau, dans le poids du corps. Donc je parle souvent de massage, de abandonner votre corps, donner votre genou à vous-même, enfin voilà, qui est vraiment un rapport de conversation de soi-même avec le corps. Et une fois que tu as ça, eh ben, tu peux aussi les faire passer à autre chose. Le chemin de l'enseignant et le chemin de l'élève, j'ai envie de dire, il est sans fin, que ce soit moi qui sois élève ou que je sois prof. Et quelque chose que je rajouterais, qui est important, parce que c'est très à la mode, tout ce qui est développement personnel,
c'est la bienveillance. Alors ça, la bienveillance, il y aurait pas mal de choses à dire. Oui, évidemment, un prof de yoga est bienveillant. Mais la question, c'est où il place la bienveillance, le prof. Et ça revient pour moi à la question de le prof, est-ce qu'il est là pour donner de soi, donner de sa personne, ou est-ce qu'en même temps, il est juste un transmetteur? Est-ce qu'il est juste quelqu'un qui transmet une information? Et en ce moment, dans mon travail de pédagogie, j'en suis là. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui donne beaucoup de ma personne, beaucoup physiquement, beaucoup de mes lectures, beaucoup de ce qui m'inspire dans mon quotidien. Je leur fais passer parce que je me dis ils ont peut-être le même quotidien, donc pour moi faire du yoga c'est repartir plus fort. On est là pour transmettre, on est là pour donner une information. Mais quand tu dis ça, tu es aussi dans la bienveillance. Pourquoi je fais tout ça? On ne sait pas quand on commence le yoga que on va devenir prof, qu'on va devenir important pour des gens, que le parcours continue, que tout ça quoi. J'aime bien à mes élèves leur donner à chaque fois, à chacun, une petite chose. Et après, il y a des choses qui bougent. Ou pas, hein. Mais voilà, ça c'est une motivation quoi. Je sais pas, ça s'explique pas quoi. Je crois que transmettre, hein, c'est un truc, c'est plus fort que soi. Et je peux pas m'empêcher de vouloir que le travail soit bien fait, que oui, j'ai une exigence de mes élèves, mais qu'en même temps, je sais leur rendre l'appareil et être bienveillante par ailleurs. J'ai l'impression d'avancer avec eux. Donc ça, c'est intéressant parce que je continue de travailler sur moi. Ta motivation, au bout d'un moment, elle est bon, ben voilà, ça va faire partie d'un chemin de ma vie où je continue d'apprendre et au fur et à mesure, les gens me suivent et j'essaie au maximum d'avancer ensemble. C'est-à-dire que tous les élèves n'avancent pas à la même vitesse. Mais c'est de pouvoir, à ceux qui sont bons, qui font déjà un bon chemin, de pouvoir rester à la hauteur et tout ça. Donc c'est un compagnonnage. On dit des fois, moi ça m'est arrivé dans la fatigue de me dire heureusement que j'ai fait cours à mes élèves, quoi, parce que si c'était pas eux, mes élèves, j'aurais pas eu le courage. Donc voilà. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire évidemment, mais non, c'est déjà pas mal.